Salut à tous, salut à toutes, salut les geeks, salut les geekettes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Supplément Geek, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Si vous nous rejoignez pour la première fois, moi c'est Geeks, et je parle ici dans la première rubrique, le tu sors ou je te sors, d'un comics et d'un manga que j'ai lu et d'un film que j'ai vu. Je vous dis ce que j'en ai pensé et pourquoi. Puis dans la deuxième rubrique, la boîte de chocolat, je vous fais part de mes attentes sur les prochaines sorties comics, manga et ciné toujours. Puis on finit avec le partage, la petite reco qui va bien, et ça toutes les 2 semaines. On va donc commencer tout de suite avec le tu sors ou je te sors. Tu sors ou je te sors, mais faudra prendre une décision. Et dans le tu sors ou je te sors cette semaine, je vais vous parler d'Asunder en comics, le tome 2, titré La mer morte, de Jeff Lemire, qui a récemment fait Joker, Killer Smile ou Gideon Falls, et de Dustin Nguyen au dessin, qui a fait pas mal de Batman. C'est sorti le 21 août 2020 chez Urban Comics dans la collection Indies, donc les comics indépendants. C'est la suite de Descender. Le duo n'est donc pas à son coup d'essai. Ça se déroulait, Descender, dans un univers robotique spatial. Asunder, ça se passe 10 ans plus tard, dans un monde où les robots ne sont plus présents, ou en tout cas très rare. On est donc passé à un monde fantasy plutôt que SF. En tout cas, le mélange fonctionne de ouf, et vous n'êtes pas obligé de lire Descender pour commencer Asunder. Je vais vous faire un petit résumé. Dans le tome 1, on est avec Mila, une enfant qui vit avec son père et qui trouve un petit robot chien, qui attire les méchants, qui utilise la magie plutôt que les machines. Et Mila et son père Andy, accompagnés du petit droïde robot-chien, essayent donc de quitter la planète, mais sans technologie, c'est pas si simple, surtout que Mère, avec un grand M, Mère comme maman, la grande méchante de ce premier tome, elle est à leur trousse. En tout cas, elle a envoyé ses sbires. Dans le tome 2, Mila se retrouve séparée de son papa. Elle doit continuer sa route pour quitter ce monde avec l'aide de Telsa et de Elda à bord d'une embarcation maritime. C'est tout simplement une des séries les plus travaillées que j'ai pu lire. Le travail de Dustin Nguyen, il est époustouflant puisque tout est fait à l'aquarelle, alors qu'aujourd'hui, presque tout est fait numériquement. Si vous lisez des comics, vous voyez bien, on voit plus vraiment les traits de pinceau ou de crayon. En tout cas, c'est très rare. Et bah là, voir un grain de papier pour aquarelle, les coups de pinceau, la profondeur que ça apporte, et l'aspect général même, je trouve que ça va parfaitement avec le scénario et le style de l'histoire. C'est devenu original de voir ça et ça fait du bien. Finalement, en ce moment, je vois que Olivier Coipel qui fait ça. D'ailleurs, Olivier, tu n'écoutes sûrement pas ce podcast, mais sache que je t'aime très fort, t'es le meilleur. Gros bisous. Et même les gouttières, donc l'espace entre les différentes cases, vous voyez cet espace blanc, ça semble avoir été peint. Enfin, en fait, la peinture, elle fuse des cases, donc elle dépasse des cases si vous préférez, et c'est trop bien. Les personnages, ils sont tous intéressants. Mila, l'héroïne, c'est une enfant qui fait face avec force. Son lien avec le petit Bandit. Bandit, c'est le droïde robot-chien. C'est touchant. On y voit presque le lien qu'a un enfant avec un animal. Andy, le père, il fait ce qu'il peut pour protéger sa fille, alors qu'il n'a pas forcément beaucoup de moyens pour le faire. Et Telsa, le lien entre Descender et Asunder, finalement, elle fait très bien le job, justement, pour lier les deux histoires. Mère, la méchante des méchants, elle est aussi très bien travaillée. C'est une petite vieille qui fait flipper, une petite sorcière, quoi. Et ses pouvoirs, ils nous font frémir. Son monde, à elle, à Mère, il est froid et noir, ça donne vraiment envie de fuir avec Mila. On est happé par cette course pour la liberté, finalement. Il lui arrive aussi, à Mère, comme si le karma l'avait un peu rattrapé des bricoles, et on veut aussi savoir ce qui va lui arriver à elle, bien que ce soit la vilaine de l'histoire. C'était à première vue compliqué de faire une suite à Descender, mais Jeff Lemire il y arrive avec brio, il est talentueux de toute façon, le bougre, et c'est avec plaisir du coup que je suis rentré dans cette nouvelle saga Asunder. Jeff Lemire et Nguyen, ils sont faits pour faire de grandes choses ces deux-là, ensemble ça fonctionne au max, un peu comme Capullo et Snyder sur Batman, ou sur Bill Willingham et Mark Buckingham sur Fable, bien que c'est pas comparable, c'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes façons de dessiner, mais c'est des duos qui marchent à fond. Du coup, je suis trop pressé de lire le tome 3 et de voir où on va aller pour la suite. Je suis fan de tout, les couleurs qui sont magnifiques, les peintures qui sont magnifiques, l'histoire qui est hyper dynamique, l'attachement qu'on a au personnage. Rien n'est acheté dans cette saga et donc pour la première fois, je vais mettre un 5 sur 5 les amis, aussi bien pour le tome 1 que le 2. Donc foncez lire Asunder, c'est magique, j'espère que ça vous plaira autant que moi ça m'a plu. On passe au manga, et cette semaine je vais vous parler de Guess What, le tome 3, qui est sorti chez Kiyun. Au scénario, c'est Abendsen, je sais toujours pas dire les noms, Abendsen, qui évolue plutôt dans le jeu vidéo normalement, et s'essaye donc pour la première fois au manga. Au dessin, c'est Ubik, également le premier manga pour lui, et c'est sorti le 17 septembre 2020. Alors Guess What, ça m'avait interpellé à cause de sa couverture. Comme quoi, ça joue à fond d'avoir une couverture qui est bonne. Puis j'ai ouvert les premières pages,
Et là je me suis dit que c'était un manga particulier. Le dessin il semble plus collé à une BD qu'à un manga, même si on retrouve des caractéristiques du manga, hein, même des deux univers. J'y reviendrai peut-être plus tard. Pour l'instant je vais déjà faire le résumé. Donc le résumé, on est à Asgard, une ville séparée en deux, avec d'un côté les riches dans de beaux bâtiments, vous en doutez, et de l'autre côté les pauvres, où le chaos règne en maître. Dans ce coin de la ville, donc bien dangereux évidemment, sinon il n'y a pas d'histoire, un héros masqué arrive quand l'espoir se fait au plus mince. Masqué, il a un masque à gaz. Alors les gens, ils l'ont surnommé comme sa citation favorite à lui, Guess what? Donc ses apparitions sont ultra violentes et il éclate ses ennemis à coups de barre de fer avec une agressivité effroyable. Une militaire du nom de Mika est envoyée par le gouvernement pour faire face à cet élément perturbateur qu'est Guess what? Elle pense avoir affaire à un terroriste d'ailleurs plutôt qu'à un héros, mais elle se rend vite compte que la situation est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Son enquête l'amène à côtoyer un gang, je vous laisse lire pour savoir s'ils sont bons ou mauvais, vous savez que j'aime pas forcément spoiler, et à prendre des décisions qui vont à l'encontre des ordres qu'elle reçoit. Bon, on est sur une histoire de méchants gouvernements et de bons terroristes, avec un peu plus de subtilité que ça, mais ça résume bien le contexte, et on s'arrête pas à ça de toute façon, c'est clairement pas un manga pour enfants, donc c'est un seinen. Je pars du principe que vous savez ce que c'est, sinon je vous invite à faire une recherche rapidos sur Google pour connaître la différence entre seinen, shonen, shoujo et tout le reste. Mika, c'est celle qu'on suit le plus dans cette histoire, et on attend les apparitions de Guess what un peu comme on attend les dragons dans Game of Thrones. Il est rare donc, mais dès qu'il arrive, la vitesse augmente direct. C'est un manga sans concession pour ses personnages. On est confronté à une brutalité courante de part et d'autre. Chaque tome se termine sur un climax, et ça marche puisqu'on veut absolument lire la suite dans l'instant. C'est dur d'attendre la prochaine sortie, le prochain tome. Ce que j'aime, en fait, j'adore ce côté fouillis étrangement. La ville elle est crado, vous savez que j'aime quand c'est crado. Les persos ils sont loin d'être lisses, et les scènes de bagarre sont éprouvantes à lire tellement ça va dans tous les sens, mais c'est fait intelligemment et ça colle avec le scénario, et je pense même que l'effet recherché est de mettre mal à l'aise le lecteur pour qu'il ressente à quel point c'est dur de vivre là et que tout peut arriver, quoi. Il y a un travail de dessin sur les contours qui est très déstructuré, et ça souligne bien le côté chaotique de l'histoire, comme dans certaines BD ou comics. C'est plus rare dans les mangas, je trouve, de voir ça. C'est un parti pris qui marche pour moi, peut-être pas pour tout le monde, je comprends. Je trouve que ça sert bien à comprendre dans quel univers on se situe et dans quel état d'esprit sont les protagonistes. On a déjà lu ce genre d'histoire, le traitement fait que ça m'attire et que je suis pris dedans. Ça marche bien sur moi, je vais continuer à suivre cette série. C'est donc une plutôt bonne note pour Guess What, je vais partir sur un 4 sur 5. On est pas mal dans cette émission encore, on a des bonnes notes, en tout cas pour l'instant. Et on en a fini avec le manga, on va passer au ciné. Et en ciné, je vais vous parler de Minion, qui est sorti le 19 août. C'est donc pas très récent, mais je voulais vous en parler parce que j'entends beaucoup de choses sur ce film. Alors, c'est un film qui dure 1h30, c'est une comédie dramatique de Maïmouna Doucouré, qui scénarise le film et le réalise. C'est avec des acteurs qui sont pas connus. Alors, je vais vous donner le nom des 4 enfants qui jouent les rôles principaux. Donc, il y a Fatia Youssouf qui joue le rôle d'Amy. Il y a Medina El Haïdi qui joue le rôle d'Angelica, Esther Gouourou qui fait Kumba, et Ilana qui joue Jess. Alors Ilana, elle a pas de nom de famille apparemment, cette petite actrice, donc ce sera Ilana. Alors là, je m'attaque à un truc qui est peut-être un peu trop grand pour moi, mais il fallait que je vous en parle quand même. Je vais peut-être moins parler du film que de pourquoi j'y suis allé, vous allez comprendre. Alors pour commencer, je vais vous faire un résumé. Amy, c'est une petite de 11 ans d'origine africaine, avec des traditions culturelles assez fortes. Elle arrive dans un collège parisien où elle va côtoyer 4 copines qui se préparent à un concours de danse. Donc la danse, ok, mais de façon très sexualisée finalement, elles dansent ces gamines, et ça passe déjà par leur tenue dans un premier temps. Amy se retrouve donc entre sa vie familiale traditionnaliste et sa vie au collège, et sur les réseaux où elle souhaite devenir populaire. C'est la course au like, quoi. Déjà, la petite Amy, elle est kleptomane. Elle vole dans un premier temps un chapelet dans une cérémonie religieuse, puis après elle vole un téléphone, qui lui donne donc accès aux réseaux sociaux, et plus tard elle revole même sa mère, sa propre mère quoi, elle lui vole de la thune. On peut aussi se demander comment ça se fait qu'elle ait cette caractéristique, cette môme, mais on n'en parle pas plus que ça dans le film, alors que c'est relativement grave d'en arriver à ça à 11 ans de mon point de vue. Bref, c'est pas le sujet du film. Donc elle réussit à intégrer le groupe de danse, et elle commence à s'identifier à ce qu'elle voit sur les internets, sur le web, sur les réseaux, et à faire comme ses nouvelles copines, qui ne savent pas parler d'ailleurs, sans faire une seule faute, soit dit en passant. Bref, on est face à des scènes qui peuvent choquer, sorties de leur contexte, et c'est ce qui se passe hélas, mais faut bien dire que c'est pas agréable à regarder non plus. Le film il dénonce donc, mais il donne pas de solution à un problème qu'on connaît déjà. Comment vous dire ? Oui, on sait que les gosses ils font n'importe quoi,
Oui, on sait qu'Internet, c'est pas pour tout le monde, et qu'il faudrait faire attention à ce que les enfants consomment dessus. Et oui, on sait que le collège c'est cruel, et que trouver sa place, c'est pas si simple. Avant de faire Supplément Geek, et donc de devenir podcasteur, je suis un très gros consommateur de podcasts, et notamment de podcasts ciné, et j'ai entendu pas mal de choses sur ce film, par exemple dans l'excellent Pardon le cinéma, que j'adore, où eux, ils défendent le film de la controverse qu'il subit. Et donc la controverse, il est sorti en France au cinéma, mais par exemple aux États-Unis, il est sorti sur Netflix. Donc eux nous expliquent dans Pardon le cinéma que c'est peut-être plus facile de détruire un film qui sort sur Netflix, puisque il est accessible beaucoup plus facilement. Bref, aux États-Unis, ce film il est décrié parce que on nous a montré des images, des scènes du film qui sont donc sorties de leur contexte. On voit les gamines, 4 gamines de 11 ans, vous imaginez bien que ça peut être choquant, en train de danser de façon hyper sexuelle. Et donc des gens disent il faut pas regarder ce film, c'est pas normal, c'est une honte de montrer des gamines faire ce qu'elles font. L'hypersexualisation des enfants, c'est pas normal, pas au cinéma, pas dans un film. Sauf qu'en fait, c'est ce que le film dénonce. Bref, faut savoir que c'est pas du tout le genre de film que j'irais voir en temps normal, mais je suis curieux, et je voulais comprendre pourquoi certains prennent parti pour le film, donc comme Pardon le cinéma, ou d'autres à l'inverse, et donc j'y suis allé pour me faire une idée, pouvoir parler du film, et savoir si de mon point de vue, il y avait de quoi faire polémique ou non. Et là où je veux en venir, c'est que je suis allé voir un film pour de mauvaises raisons, et que ça m'a pas plu, non pas par rapport à la polémique, mais juste parce que c'est pas mon style de film. Le film français qui donne des leçons, c'est simplement pas pour moi, quoi. Et je me retrouve donc, dans cette salle de ciné, à regarder 4 gamines me mettre mal à l'aise tout le long, sans comprendre le but du film, si ce n'est que de dire « Regardez, les jeunes, ils ont des influences horribles, mais on n'y peut rien, parce que s'ils le veulent, les enfants, ils savent se cacher, et devenir des caricatures d'adultes hypersexuels, et vous pouvez rien y changer. » Voilà, donc le problème, c'est que l'héroïne du film, elle finit quand même par prendre conscience de ça, alors que justement, je pense que dans la vraie vie, ça se termine pas aussi bien en général, et je me suis aussi rendu compte à quel point je suis déconnecté de ce que vivent les mômes de nos jours, et du haut de mes 33 ans, de mon presque vieux, je me suis pas aperçu de quand la cassure avait eu lieu avec cette génération. Bon, maintenant, tout ceci étant dit, le film il est bien filmé, on peut pas lui enlever ça, on peut pas lui enlever non plus qu'il a été fait pour une raison que je comprends, donc de dénoncer l'hypersexualisation des enfants qui s'identifient à ce à quoi ils sont confrontés sur les réseaux et dans la vie, et c'est noble, et les acteurs ils sont excellents, on y croit à fond, ça pourrait presque être un docu tellement tout a l'air naturel pour eux. Les enfants, surtout Amy et Angelica, ils sont au top de l'acting je trouve. Je pense que la bande-annonce, elle est pas en accord avec le film, ça a l'air d'être plus un film du style street dance, la bande-annonce quand on la regarde. Je connais pas forcément trop de films de danse, c'est pas mon genre non plus, donc je dis street dance mais il y en a certainement d'autres, qu'un film de réflexion finalement, et ça a dû desservir le film face aux critiques, surtout aux États-Unis je pense. Après l'avoir vu, je peux donc dire que j'aime clairement pas voir des enfants se prendre pour des adultes, que je ne reverrai pas ce film, mais oui, il y a un mais, le film ne montre pas de scènes choquantes pour rien, et les gens qui critiquent et qui ne l'ont pas vu, c'est ridicule. Ils devraient pas parler du film sans le connaître. J'en arrive donc à dire finalement comme dans Pardon le cinéma, du coup. Mais si vous voulez vous faire votre propre avis, faut le voir, sinon n'en parlez pas. Et si comme moi c'est pas votre genre, prenez pas part à ce débat finalement. Faites-vous plaisir en voyant autre chose, quelque chose qui vous correspond, parce que le cinéma c'est aussi fait pour voir des choses qui nous divertissent et qui nous plaisent. Et j'ai donc passé un mauvais moment au cinéma, c'était long, c'était malaisant, et je suis pas la cible en fait. J'ai donc vu un film pour une mauvaise raison, puisque j'y serais pas allé de moi-même. J'y suis allé à reculons, et finalement, ça m'a pas pris, le film il m'a pas pris. Même si je peux dire maintenant aux détracteurs que eux ils ont rien compris, ça valait pas le coup. J'aurais préféré rester à l'écart et voir un film que j'aime. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais pas noter ce film, puisque c'était simplement pas pour moi, mais je vais continuer à écouter le cinéma avec un grand plaisir. Et je leur fais des bisous d'ailleurs, ça m'étonnerait qu'ils écoutent, mais je leur fais des bisous. On en a fini avec le tu sors ou je te sors, et on va passer tout de suite à la prochaine rubrique qui est la boîte de chocolat les amis. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et dans la boîte de chocolat cette semaine, en comics, alors déjà, avant de commencer, dans le dernier épisode, je parlais de Batman The Curse of the White Knight, qui sort le 2 octobre, donc le jour où j'enregistre. Et la version noir et blanc, elle a un problème d'impression, puisqu'il manque au dos de la couverture le titre Batman. Je pense pas que ça repousse la sortie, moi je l'ai pas encore pris, puisque je suis en train d'enregistrer, je le prendrai certainement en fin de journée. Mais sachez juste qu'il y a une erreur, et c'est Urban qui a communiqué dessus, c'est eux qui l'ont annoncé, donc on est au courant, voilà. Il y a une erreur, c'est pas grave. On l'achètera quand même, ça n'enlève rien à ce qu'il y a à l'intérieur du comics. Donc pour les sorties en comics, le 9 octobre,
encore une fois, un Batman. Il est partout pépère, hein, pour mon plus grand plaisir. Et là, c'est les contes de Gotham. Alors, c'est un récit qui est écrit par Derek Fridolf et c'est mis en image par... On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez bien écouté? Eh bah oui, Dustin Nguyen, celui-là même qui travaille à l'aquarelle. Et quoi de mieux finalement que ce procédé pour raconter une histoire de Batman qui utilise les contes ultra connus, ce qui donne par exemple Alfred au Pays des Merveilles, j'adore. Damian Wayne, le petit garçon de bois, un chouille menteur, vous voyez où je veux en venir, ou une enquête de Jim et Harvey sur la voleuse au petit pois. Batman va lui être confronté à la Reine des Neiges. Je vous arrête tout de suite. C'est pas le Disney, hein. C'est le conte de Hans Christian Andersen. Il n'y a pas de petit bonhomme de neige tout mignon et tout ça, hein. Voilà, que les choses soient claires. Ce livre, il devait sortir en mai, mais sûrement à cause de super Covid, il a été repoussé et il sera donc dans nos bibliothèques le 9 octobre. Et j'ai hâte de voir ça. Toujours en comics, le 14 octobre, sortira chez Panini Comics, donc un Marvel, Spider-Man Noir. Alors Spider-Man Noir, c'est une œuvre de David Hein et de Fabrice Sapolsky. Fabrice Sapolsky qui est un petit français, et Carmine Di Giandomenico qui lui est italien. Une histoire qui se déroule en 1933 dans un New York sombre et contrôlé par des politiciens pas vraiment franco du collier, des flics corrompus et surtout, derrière tout ça, le bouffon. Peter Parker obtient des pouvoirs d'araignée, évidemment, grâce à une statue vaudou, et il pourra donc affronter ce monde qui nous plonge dans un univers de polar noir. Il va être accompagné aussi de Felicia Hardy, qui tient une boîte nommée La Chatte Noire, étonnant, où se retrouvent justement les criminels et les politiciens véreux. Alors Marvel Noir, c'était un ensemble de comics, c'était sorti en 2009-2010 en France je crois, et déjà à l'époque c'était Panini Comics, mais c'était en format souple, c'était 100%, le 100% Marvel, je sais pas si vous vous rappelez. On pouvait lire les histoires à l'époque de X-Men, de Wolverine, Luke Cage, Punisher, Spidey, et il y avait aussi Daredevil. En 2012, on avait eu le droit à Marvel Noir sur le format Deluxe, on avait eu un volume. Ils avaient regroupé les histoires de Spidey et celles de Daredevil. Le volume 2, il sortira jamais, je sais pas pourquoi. Moi j'ai la chance d'avoir déjà toutes ces histoires dans ma comicothèque, donc j'attends pas vraiment cet ouvrage finalement, mais c'était l'occasion de parler de Spider-Man Noir, qu'on aperçoit d'ailleurs hein, dans les jeux vidéo par exemple. Sinon on le voit aussi dans le film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse, le génialissime film d'animation. Du coup je peux vous dire que Spider-Man Noir c'est vachement bien les potes, et que c'est agréable à lire parce que c'est très bien rythmé, et ça se perd pas dans des réécritures trop longues de Spider-Man. On rentre directement dans l'histoire. On est donc vite plongé dans ce milieu mafieux, et c'est top. Donc vous pouvez aller le lire et me dire ce que vous en pensez. En plus, le costume de Spider-Man, il est tout noir. Il est vraiment habillé de la tête aux pieds en noir, avec des petites lunettes style aviateur. Il est canon. Rien que pour ça, moi j'ai envie de le lire, parce que il tue ce Spider-Man là. Franchement, il est trop cool. Il a pas autant de pouvoir. En fait, il a pas autant de gadgets que le Peter Parker qu'on connaît. Il a pas les capsules pour pouvoir faire la toile, parce que si vous êtes familiarisé au Spider-Man de Sam Raimi, forcément on vous a trompé. Spider-Man, il a pas de toile qui sortent de la main. Il a des capsules qu'il a lui créées tout seul, comme un grand Peter Parker. C'est un génie, oubliez pas que c'est un génie. Donc finalement, ce mec, il est habillé tout en noir, il se cache dans les ombres, mais il ne peut pas sauter d'immeuble en immeuble. Il peut quand même s'accrocher au mur et tout ça. Il est ultra stylé. Franchement, il est ultra stylé. C'est la mafia, c'est New York, c'est sombre, c'est darkos. Vous savez à quel point j'aime quand c'est sombre et darkos et que c'est un peu crado. Et voilà. Il y a tout qui est réuni pour me plaire. En plus, c'est Spidey, je l'adore. Foncez les potes. On passe au manga. Chez Kurokawa, le tome 6 du seinen Basilisk, The Oka Ninja Scrolls, arrive le 8 octobre. C'est la suite de l'incontournable Basilisk. Si vous l'avez pas lu, il faut le lire aussi. Il y a une série animée d'ailleurs qui est top, Basilisk, qui est un petit peu vieille maintenant, mais elle a rien perdu de sa beauté et de son énergie. C'est une série en 5 tomes, Basilisk. C'était sorti également chez Kurokawa. Et donc là, The Oka Ninja Scrolls, c'est écrit par Masaki Yamada, et les dessins ils sont de Tatsuya Shihira, accompagnés à la conception des personnages par Masaki Segawa. Et ouais, il y a deux Masaki. L'histoire se passe 10 ans après les faits qui sont déroulés durant Basilisk, et l'affrontement des familles Koga et Iga. La paix était donc revenue, mais évidemment, et sinon ça servira à rien d'écrire une nouvelle histoire, cette paix va être troublée par les messies de Jojin, une espèce de religion, ou plutôt une secte, qui agit au nom du gouvernement du shogunat Tokugawa. C'est assez difficile d'en dire plus sans spoiler l'histoire, mais il y a des pouvoirs ninja, des gens mal intentionnés, des histoires de familles puissantes qui désirent prendre le dessus sur les autres. Les dessins sont superbes, techniquement c'est irréprochable, c'est ultra dynamique comme le récit, on s'ennuie pas, on veut lire et enfin connaître la fin. Le 14 octobre sortira aussi Nosferatu de Chihiro aux éditions Soleil. Alors Soleil c'est une branche de Delcourt. Alors là c'est un tome 1,
donc je connais absolument pas l'histoire ou le chara-design, je connais rien. Mais le titre et la cover, ils me bottent vraiment bien, et je suis curieux de voir ce que ça peut être. Du coup, je vais vous parler de la cover. Je vais vous la décrire. Elle met en scène une femme habillée avec des fringues en lambeaux, des fringues qui semblent venir du 18e ou début 19e siècle, je dirais. Elle est à genoux, elle s'appuie sur une épée qui est surdimensionnée. Seuls ses yeux sont bleus, ses cheveux sont rouges. Il y a quelques gouttes de sang qui viennent colorer l'image, ainsi que le titre qui est aussi écrit en rouge. Tout le reste, c'est en noir et blanc. Ça donne le ton. L'histoire, ça parlera de Laura, donc j'imagine la demoiselle qu'on voit en couverture, qui devra affronter des créatures très méchantes, sous des traits d'humains, qui font perdre la raison à qui les approche. Elle va découvrir un village entièrement infecté, et grâce à l'intervention du prêtre Arnold, chargé de purger la populace, elle pourra survivre jusqu'au moment où, sinon c'est pas marrant, elle va découvrir que Arnold est aussi un Nosferatu, et elle devra le stopper. En plus, vous le savez, j'adore tout ce qui est les univers horrifiques, Dracula, les démons, les fantômes, les trucs dans le genre. Donc là, ça a l'air d'y coller. Alors je sais pas vous, mais moi en tout cas, ça me chauffe de dingue les potes, donc je vais vite aller voir ça le 14 octobre. On passe au cinéma, et pour commencer, je suis désolé les copains, désolé mes petits geeks et mes petites geekettes, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Wonder Woman, dont je parlais dans le premier épisode, va être repoussée au 30 décembre, si tout va bien. Elle ne sera donc pas en salle le 30 septembre comme prévu. On continue dans les films qui verront leur sortie décalée, et on peut voir assez loin, puisque Marvel repousse son Black Widow, qui devait ouvrir la 4e phase du MCU, au 7 mai 2021. Donc c'est pas tout proche. Je vous rappelle qu'il devait sortir le 1er mai 2020 déjà. Il avait été repoussé une première fois au mois de novembre. Le film devrait sortir quand même au ciné, contrairement à Mulan qui est paru directement sur Disney+. Je parle de Mulan parce que Marvel ça reste Disney, donc il y a un lien. Tous les films Marvel ils vont donc être repoussés finalement, et ça c'est relou. Puisque par exemple Eternals, avec en plus son lot de nouveaux personnages, c'est dommage, on avait envie de les voir rapidement, ça sortira en novembre 2021, donc dans plus d'un an, au lieu de février 2021. Shang-Chi, il est décalé de 2 mois, donc il sort en juillet, et du coup, il n'y aura pas de film Marvel en 2020. Et je parle pas des séries, mais elles sont toutes repoussées aussi. Bon, on a quand même des sorties en octobre, dont le prochain film avec le Danois le plus célèbre d'Hollywood. Je parle bien évidemment de Mads Mikkelsen. Le film s'appelle Drunk. Il sort le 14 octobre. On a des choses à faire le 14 octobre. C'est un film de Thomas Vinterberg, que je connais déjà pour avoir fait le film La Chasse, avec Mads, toujours, qui est dans le premier rôle. C'est son acteur, à Thomas. La Chasse qui était très bien, allez le voir. Pour vous faire le résumé, le synopsis. D'après la théorie d'un psychologue norvégien, selon laquelle on naîtrait avec un déficit d'alcool dans le sang, 4 potes décident de tester rigoureusement, d'abord, dans un premier temps, de vivre une meilleure vie en absorbant la quantité d'alcool adéquate pour combler ce fameux déficit en alcool. Donc au début, ça marche, puis vous imaginez bien que ça part en coucouille. C'est une comédie dramatique donc, sur fond de potes alcoolisés. Ça a l'air d'être quand même assez loin des clichés de Hangover. En français, Hangover, c'était un titre en anglais aussi, parce qu'on est trop intelligent, Very Bad Trip. Voilà, donc ça a l'air d'être loin de tout ça, un petit peu plus sérieux. Mads Mikkelsen, je l'adore, donc je vais aller voir ça, je suis hypé de ouf. En ciné toujours, le 7 octobre, un film d'horreur que l'on nomme Relique, de Nathalie Erika James, qui est une jeune réalisatrice puisqu'elle a tout juste 30 ans et qui avait déjà travaillé sur l'excellent Upgrade. Si vous l'avez pas vu, voyez-le, il est génial. Et signe ici son premier long métrage en tant que réalisatrice. Elle le co-scénarise avec Christian White 2. Je sais pas qui c'est. Côté actrice, on retrouve Emily Mortimer, donc c'est celle qu'on reconnaîtra le plus. En tout cas, moi, les autres me disent pas grand chose, elle, je la reconnais, qu'on a déjà aperçue dans Shutter Island ou dans Paris je t'aime par exemple. On a Robin Ann Nevin qui joue la grand-mère, qui n'a jamais vraiment eu de grand rôle au cinéma non plus, mais qui a joué dans quelques bons films, notamment Matrix Reloaded et Revolutions. Même si le meilleur Matrix c'est le premier, dommage qu'elle ait pas joué dedans, mamie. Et enfin on a Bella Heathcote, qu'on peut voir dans Dark Shadows ou dans Neon Demon. C'est la petite jeune du film. Alors il y a toute une flopée de producteurs pour ce film. On peut signaler notamment la présence de Jake Gyllenhaal, de Sarah Shaw ou encore de Anthony et Joe Russo. Le résumé, le synopsis du film. Alors, c'est une petite mamie nommée Enna, accessoirement veuve, qui disparaît. Étrange. Sa petite fille et sa fille, Sam et Kay, vont donc partir à sa recherche et elle s'installe dans sa maison pour la retrouver. Maison qui est perdue un peu au milieu de rien. Pour un film d'horreur, c'est normal. Elle réapparaît un jour
les pieds tout crado, et elle propose même du thé à sa fille, comme si de rien n'était. Donc dans la bande-annonce, on entend le... Enfin, vous voyez, le bruit de la théière, quoi. Et sa fille qui se demande ce qui se passe et qui arrive comme ça, et qui voit sa mère toute sale en train de préparer le thé. Normal, mamie. Son comportement, du coup, il semble pour le moins étrange, et ça inquiète sa fille, qui se demande même si elle devrait pas la mettre en maison de retraite, pour que elle soit pas toute seule dans cette maison. La mamie, on peut l'entendre dire que quelqu'un voulait rentrer dans la maison, qu'il y a une présence, hein. On sait que, voilà, il y a une présence qui rôde dans les parages. Le grand-père, on sait qu'il est décédé, et qu'à ce moment-là, avant de mourir, il avait plus toute sa tête. Corrélation, on se demande. Ça, c'est ce qu'on peut voir dans la bande-annonce. Les images, pour parler un peu de ça, elles sont, comme souvent dans les films d'horreur, froides, un teint bleu-vert. Le directeur de la photo, Charlie Saroff, que je connais pas non plus, a l'air de nous offrir quand même quelque chose d'assez intéressant. Moi, ça me rappelle, je sais pas si vous l'avez vu, la série allemande Dark, qui est pareil, une très bonne série. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à la voir, c'est sur Netflix. Voilà, dans la façon de filmer et dans les couleurs choisies, ça me rappelle un petit peu Dark. Vous voyez, il pleut souvent. Des tons verts, assez froids, voilà, c'est un peu le même type d'ambiance. Et j'adore ça, donc ça tombe bien. Je vais donc certainement en prendre plein la vue niveau photographie, et ça me plaît, en tout cas de mon point de vue. De ce que nous donne la bande-annonce, je pense, on verra quand on aura vu le film, on en parlera peut-être à ce moment-là, que ça va certainement nous faire frémir, hein. En tout cas, je pense qu'on va sursauter, et je pense qu'on va être en tension pendant le visionnage du film. Je pense beaucoup dans cet épisode. Bref, je suis méga chaud de voir Relic. J'espère que vous aussi. Allons le voir ensemble. On a fini avec la boîte de chocolat, les potes. On va donc passer au partage. On partage tout ensemble. L'espace, le fil dentaire, même les capotes. Et cette semaine, la petite reco. Alors cette semaine, moi j'avais besoin de rire. Donc je voulais vous parler de Benjamin Tranier, que vous trouverez sur YouTube, et vous pouvez tout regarder. Moi je l'ai découvert grâce à Truman. Truman, vous savez, je recommandais sa chaîne Instagram lors du dernier épisode, le skater cocasse. Il m'en avait parlé, il m'en avait fait les louanges, et du coup j'ai regardé une vidéo, et puis deux, et puis toutes ces vidéos, et j'ai commencé par celle de Nova, parce qu'il était sur Nova, il a mis toutes les émissions sur YouTube. L'émission c'était les 30 Glorieuses, et c'est hilarant, il va vraiment beaucoup trop loin. Sa chronique Salut les beaufs, où il arbore avec fierté un magnifique long d'air, un coupe-mulet si vous préférez. Et les réactions de Yacine Bellatar, qui est outré à chaque vanne de Tranier, qui se lève quasi tout le temps, tellement il n'en peut plus de lui, ça me fait marrer quoi. Il a aussi Tranier raconte, et dernièrement, il a refait un petit format court sur YouTube, de Salut les beaufs, puisque l'émission Nova, elle s'est arrêtée, où il continue du coup ses bêtises sur le web, mais en solo. Et il vient de faire une nouvelle vidéo où il interprète Claude Bourbier. Je vous laisse découvrir. J'étais allé voir son spectacle à Benjamin Tranier, Le Dernier Relais, le nom de son spectacle. C'est un truc de dingue aussi. Le spectacle, c'est en gros, alors, c'est un rad d'autoroute qui va se faire racheter pour une belle somme pour faire un Burger King. Il joue tous les personnages, le proprio évidemment, et tous les clients qui viennent pour le dernier jour du relais. Bon, c'est gras, hein, on va pas se mentir, mais c'est fait avec bienveillance, c'est intelligent, ça parle de Suze, j'adore la Suze. Attention, l'abus d'alcool peut être dangereux pour la santé. Donc voilà, ça me plaît, ça me fait marrer. On est sur une méga caricature, hein, ça marche super bien. Le lien de sa chaîne, elle est dans la description. Allez voir, vous passerez un bon moment. On arrive à la fin de cet épisode, les amis. Vous pouvez retrouver le podcast sur Spotify, Deezer, Stitcher, Podcast Addict, Apple Podcast. Sur Apple Podcast, n'hésitez surtout pas à mettre 5 étoiles, ça fait super plaisir et ça m'aidera à être mieux référencé. Le podcast est également dispo sur YouTube. On peut aussi se faire un petit coucou sur Instagram, supplément.geek. Je parle des derniers comics et mangas, je les mets en photo. Et c'est aussi là où je suis le plus actif, donc viendez dire bonjour et discuter. Ou sinon, sur Twitter, à Geek Supplément, tout attaché. Et oui, c'est à l'envers, Geek Supplément. On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, mes petits geeks et mes petites geekettes, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages. Et à bientôt. Bisous bisous. Hasta la vista, baby.